Alors, j'aimerais parler aujourd'hui de la relation entre la morphopsychologie et l'orientation. La morphopsychologie et l'orientation. Autrement dit, ça concerne et ça peut intéresser tous ceux qui font, par exemple, du conseil en gestion de carrière ou des bilans de compétences, pour dire les choses autrement, ou bien même encore de l'orientation scolaire ou professionnelle. Voilà. Alors, je l'ai dit dans une autre vidéo, il y a une relation entre d'un côté la morphopsychologie, donc le visage, et de l'autre les métiers. Le livre phare ou un des livres phares de la morphopsychologie s'intitule Visage et caractère, mais on pourrait aussi dire visage et métier. Visage et métier des caractères, je ne sais pas. Voilà. Alors, comment j'ai découvert cette relation? D'abord en lisant les livres de Corman et beaucoup de livres de morphopsychologie qui parlent plus ou moins profondément de ce sujet. Il y a un livre de Corman d'ailleurs qui travaille sur le type d'intelligence. Pas sur le degré d'intelligence, mais sur les formes d'intelligence. Donc ça, c'est évidemment on pourrait dire une sorte de préparation à la question qui nous intéresse. Mais ce n'est pas aussi orienté, aussi précis que les métiers. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que après avoir fait ma formation officielle en morphopsychologie pour obtenir le titre de morphopsychologue, donc ça c'est 3 ans à la SFM, avec la SFM plutôt. Donc j'ai fait une deuxième formation qui justement faisait la relation entre les visages et les métiers. Et c'était une formation 2 ans qui était faite pour des recruteurs ou des orientateurs, je ne sais pas comment on dit. Et donc pendant 2 ans, en fait, on a fait des liens en permanence avec des visages et des métiers. Et à chaque fois, en fait, donc il y avait un certain nombre de cours généraux sur le recrutement, les métiers, les fonctions plutôt que les métiers d'ailleurs. C'était plus sur les grandes fonctions de l'entreprise. Et à chaque fois, après à chaque dimanche, parce que c'était un dimanche par mois, je crois, de mémoire, on travaillait sur une fonction et on avait pour cette fonction 2 personnes de la fonction qui venaient parler de leur manière de travailler et de la façon dont elles vivaient la fonction. Et après, on avait un portrait à faire. Donc ça permettait de faire des liens dans les 2 sens. Donc ça m'a évidemment confirmé, s'il en était besoin, qu'il y a une relation absolue, en tout cas évidente, forte, entre les visages et les métiers et les visages. Voilà. Alors, ceci dit, vous n'avez pas besoin de suivre une formation pareille pour vous en convaincre. Si vous êtes un tout petit peu observateur ou observatrice, vous avez remarqué qu'il y a des liens entre des métiers et des visages et des métiers. Et la preuve d'ailleurs, c'est que certains d'entre vous, peut-être, sont capables des fois de dire, en regardant la personne, bah, celui-là, il doit être de telle profession. Des fois, on arrive à deviner la profession des gens. Alors, c'est clair qu'il n'y a pas que le visage, il y a les gestes, il y a le look. Par exemple, les commerciaux s'habillent quand même d'une certaine façon, les médecins aussi, etc. Mais en même temps, c'est jamais évident tout ça, c'est jamais transparent. Donc le visage, c'est quand même un vrai, j'ai envie de dire, un élément fort de ce diagnostic, entre guillemets, même si j'aime pas le mot, il n'est pas approprié ici, puisqu'on n'est pas dans la médecine, et il ne s'agit pas de traiter des patients, c'est-à-dire des malades. Néanmoins, on fait tous, en fait, on joue tous à essayer des fois de deviner, en fait, quelle est la profession des gens, et des fois, ils nous demandent, alors, à ton avis, je fais quoi? Et parfois, que ce soit avec l'intuition ou l'expérience, d'ailleurs, les deux ne sont pas incompatibles, on arrive à deviner. Donc ça prouve que tout le monde a déjà un peu, quelque part, cette idée-là. D'ailleurs, on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais en vérité, si l'habit fait le moine, bien sûr que si. Chaque profession a son look, et j'ai envie de dire, le visage fait le moine aussi. Alors, le troisième élément qui est le plus intéressant, sur lequel j'aimerais vous entretenir maintenant, c'est le fait que pendant à peu près, je sais pas, je dirais une vingtaine d'années, je me suis amusé, en quelque sorte, à collectionner des visages, des milliers de visages, enfin qu'est-ce que je dis, des centaines de milliers de visages en fait, parce qu'en 20 ans j'ai eu le temps d'en collectionner vraiment beaucoup, et non seulement dès que je voyais des visages dans des magazines par exemple, dans des livres, j'achetais les livres ou je photocopiais les magazines, ou j'achetais les magazines, ou j'ai découpé les visages, et bien sûr très vite en fait je me suis aperçu que j'en avais beaucoup, et que c'était toujours un peu les mêmes visages, essentiellement les visages de stars ou de modèles pour la publicité, donc j'ai arrêté ça. Par contre, j'ai commencé à chercher et à demander à mes amis de me retrouver, de m'envoyer
comment dire, des pages où il y a plusieurs photos pour la même activité. Par exemple, je sais pas, une page où on a, je sais pas, n'importe quoi, 15 magistrats. Une photo où on a, je sais pas, 30 vendeurs d'automobiles. Voilà. Une ou plusieurs pages d'ailleurs où on a, je sais pas, tous les champions, les plus grands champions du basket. Voilà. Autrement dit, des personnes qui ont soit le même métier, soit la même activité, et essentiellement au même niveau. Et l'intérêt de ça, bien sûr, c'est quoi? C'est de pouvoir comparer pour une activité identique s'il y a, oui ou non, des points communs au niveau du visage. Et voilà. Et donc, j'ai fait ça, j'ai amassé, collectionné, classé pendant, je ne sais pas combien, une vingtaine d'années, je pense, jusqu'à quasiment, j'ai arrêté il y a une petite dizaine d'années maintenant, parce que, bon, avec Internet, c'est devenu un peu inutile en quelque sorte, et puis ça prend un temps fou, et puis ça prend de plus en plus de temps, notamment pour les classer. Néanmoins, ce travail m'a fait découvrir un certain nombre de choses. Donc, je vais juste vous raconter 2-3 anecdotes pour vous montrer à quel point c'est facile de faire des liens entre les visages et les métiers. Première, c'est surtout quand j'étais à Rouen en tant que recruteur et puis manager d'une école de commerce que j'ai eu le temps de découvrir ça. Donc, je me rappelle très bien, par exemple, j'avais récupéré un exemplaire de Paris-Normandie dans lequel il y avait, je crois, une double page de publicité pour les concessions automobiles d'une marque, je ne sais plus laquelle, sur toute la Haute-Normandie. Parce qu'à l'époque, il y avait la Haute-Normandie et la Basse-Normandie. Complètement absurde, mais c'est comme ça. Et donc, il y avait, je ne sais plus combien, je crois que c'était une soixantaine de cartes de visite, en fait. Et dans cette carte de visite, il y avait donc évidemment le nom de la concession, l'adresse, le téléphone, etc. et la photo du concessionnaire, du patron de la concession automobile. Et donc, il y avait peut-être 60 visages de gens qui avaient la même profession, le même niveau, et en plus dans la même région. Voilà. Donc ça, c'était intéressant pour moi, parce que, évidemment, tout de suite, je me suis jeté sur les photos et j'ai comparé. Et j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu besoin de passer beaucoup de temps. J'ai découvert que sur la soixantaine de visages, tous les visages, sauf un, avaient la même structure. C'est ce qu'on appelle, si ça vous intéresse, vous vérifierez ça après dans les bouquins de morphopsycho, ils avaient tous un visage de concentré. Concentré, ça veut dire que le cadre du visage est dilaté, donc en général le corps est dilaté aussi, ça donne des gens un peu petits et ronds. Par contre, les récepteurs sensoriels, les yeux, le nez, la bouche, sont plutôt petits, retirés, rentrés, fermés. Voilà. En gros, de mémoire, je n'ai pas le chiffre exact en tête, 59 sur 60 visages concentrés. Je veux dire, en termes de statistiques, c'est au-delà de tout ce qu'on peut espérer. En tout cas, c'est plus que significatif. C'est à moins d'être de mauvaise foi, c'est impossible de nier la relation qui existe entre le visage et le métier. Et bien sûr, morphopsychologiquement et psychologiquement, cette relation s'explique parfaitement. Autre exemple tout à fait identique et complémentaire. Quand j'étais donc dans cette école de commerce à Rouen, à Mont-Saint-Aignan, j'ai une de mes élèves en fait qui faisait un stage de vente dans une entreprise de distribution de livres, en fait d'abonnement de livres. Et donc l'idée c'est que en fait on achète, on s'abonne et on a des réductions, on a des livres à 50, 60, 50%, et puis si on en achète deux, on a le troisième gratuit, enfin bref, etc., etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette étudiante a fait un stage de 3 mois de vente, et cette entreprise, en fait, et donc elle m'a rapporté les bulletins de l'entreprise qui s'appelle la SPCL, qui gère donc cette entreprise de livres, d'abonnement, disons. Donc, j'ai conservé les 3 bulletins mensuels de la SPCL avec, dans les bulletins, les photos des meilleurs vendeurs pour chaque catégorie. Voilà. Alors de mémoire, je ne sais plus combien de catégories il y avait, peut-être une petite dizaine. Il y avait évidemment la vente en magasin, mais il y avait la vente en marché, en comité d'entreprise, au porte-à-porte, etc., etc. Et à chaque fois, je crois qu'on avait les 2 ou 3 meilleurs vendeurs dans chaque catégorie, pour chaque mois. Eh bien, ça faisait je ne sais pas combien, peut-être 30 visages par bulletin, peut-être 90 visages en tout.
Donc une petite centaine de visages sur 3 mois pour la même profession, dans la même région et à la même époque. Eh bien, là, le résultat est quand même tout à fait impressionnant puisque sur 90 visages, mettons, il y avait 90 visages identiques en termes de structure morphopsychologique. C'était tous ce qu'on appelle des réagissants. Les réagissants, c'est la structure opposée à celle que je viens de décrire, c'est-à-dire les concentrés. Donc les réagissants sont des gens plutôt grands, minces, avec un visage étroit et allongé en hauteur. Et du coup, la structure est plus fine, mais les récepteurs sensoriels, les yeux, le nez, la bouche sont très grands, très ouverts. Ce qui favorise évidemment la communication. Voilà, donc là, on était à 100% de réagissants pour le même métier. C'est-à-dire la même fonction, sur le même produit, et en plus dans la même région, et en plus à la même époque. Autre exemple qui n'a rien à voir, évidemment, avec ce genre de choses, mais c'est pour montrer qu'on peut l'utiliser à peu près partout. À un moment donné, j'avais récupéré des annuaires d'écoles de commerce, d'ingénieurs, et l'intérêt, bien sûr, c'était de voir s'il y avait un point commun, en fait, entre les différents visages. Et je me rappelle que j'avais récupéré l'annuaire d'une école où j'ai travaillé, je ne vais pas dire laquelle, et dans cet annuaire, en fait, ce qui était bien, c'est que les élèves étaient classés par promotion. Et à partir de la 2e ou 3e année, ils devaient choisir une spécialité. Et la spécialité, c'était soit, en gros, gestion finance, soit marketing commercial, international, export. Voilà. Donc, il y avait 2 grandes options, peut-être une 3e, je ne me rappelle pas. Et ce qui m'avait frappé, en fait, c'est qu'à un moment donné, je me suis amusé à jouer. Je me suis dit, tiens, je vais regarder à l'envers. Je vais ouvrir au hasard, sans regarder, en fait, et je vais essayer de deviner dans quelle spécialité sont les étudiants. Juste en regardant les visages, voilà, en disant, bah, ceux-là, ils doivent être plutôt gestion, ceux-là, ils doivent être plutôt marketing. Eh bien, je ne me trompais pas. Ça veut dire qu'en fait, dès qu'on a compris, en fait, quelle était la structure de base pour chaque spécialité, eh ben, on peut trouver avec très peu d'erreurs, je me trompais mais assez rarement, qui était quoi. Ça veut dire que, en fait, la nouvelle intéressante de ça, c'est quoi? C'est que même si on n'est pas encore professionnel, même si on a juste choisi une orientation, ce qui n'est pas une preuve, parce que le fait d'avoir choisi une option en gestion ou en commercial, ça ne prouve pas qu'on est forcément doué pour ça et qu'on aime ça. On peut très bien faire un choix par défaut, on peut être doué ni pour l'un ni pour l'autre. Voilà. Ou même on peut très bien imaginer quelqu'un qui pourrait être à moitié doué pour les deux, qui pourrait être entre deux. Peut-être d'ailleurs c'est ce qui explique que parfois je me trompais. Mais en tout cas ce qui est intéressant c'est que j'arrivais à découvrir a posteriori qui était quoi. Donc ça veut dire qu'il y a un lien entre le visage d'un étudiant et la spécialité qu'il risque de choisir. Ça c'est quand même très intéressant. Voilà. Donc je pourrais multiplier comme ça les exemples, je ne vais pas le faire parce que ce n'est pas le but du jeu, mais c'est pour dire qu'il y a un lien fort entre les visages et les métiers, ou du moins les fonctions. Et moi je pense que ça peut aller jusqu'au métier. Et je crois que quasiment tous les métiers ont, non pas forcément un seul, mais plusieurs visages. Par exemple, ça fait une bonne quinzaine d'années que j'interviens dans le milieu des EHPAD, donc les maisons de retraite et les cliniques, mais surtout les EHPAD. Et en fait, maintenant, quand je vois des gens, quand je croise des gens dans les couloirs, j'arrive à deviner, allez, j'ai envie de dire 3 fois sur 4, la fonction de la personne. Juste en regardant son visage. Alors, peut-être que c'est pas juste ça, encore une fois. Peut-être qu'il y a d'autres éléments non verbaux comme le body language, la communication non verbale. Mais n'empêche que, moi, ma spécialité, c'est quand même d'abord et avant tout le visage. J'arrive souvent à deviner la profession des personnes. Et également, des fois, comme je connais évidemment bien ce milieu-là, maintenant j'arrive à repérer le personnel des EHPAD et des cliniques en dehors des EHPAD et des cliniques. C'est-à-dire j'arrive à repérer une infirmière dans le métro, par exemple. Ou, voilà, parce qu'il y a pas un, mais il y a plusieurs visages d'infirmières. Il y a des visages types, comme il y a des visages d'enseignants, etc., etc. Alors, est-ce qu'il y a une exception à cette règle, entre guillemets, ou à cette loi statistique, encore une fois, entre tel visage et tel métier? Eh bien, la réponse est oui. Il existe au moins une profession qui n'a pas vraiment de visage. Une profession. Alors, peut-être il en existe d'autres, parce que je n'ai pas évidemment pris le temps d'inventorier toutes les professions, tous les secteurs, tous les métiers, voilà. Mais en tout cas, il y en a une dont je suis absolument certain qu'elle n'a pas de visage, c'est la profession de médecin.
Et comment je peux affirmer ça? Tout simplement parce que j'ai animé des conférences sur la morphopsychologie auprès de médecins, et j'en ai animé, je ne sais pas, peut-être 250 de mémoire. Et forcément, presque à chaque conférence, les médecins me demandaient alors, c'est quoi notre visage? Est-ce qu'on a un visage, est-ce qu'il y a un visage type de médecin? Et donc forcément, comme je les avais sous les yeux pendant au moins 1 heure et demie, voire 2 heures, voire généralement toute la soirée, et que en plus c'est ma passion, mon métier et probablement mon talent d'identifier les visages des gens, rien n'était plus facile pour moi que de regarder, de scanner et de chercher le point commun. Et un point commun, c'est facile à voir dans un groupe de gens apparemment hétéroclites. Voilà. Eh bien, je n'ai jamais trouvé le profil type des médecins. Je n'ai jamais trouvé ça. Le seul petit élément, le seul petit point commun, mais qui n'est pas suffisant, qui n'est pas discriminant, c'est la tonicité. C'est-à-dire que la quasi-totalité des médecins sont plus toniques que la moyenne de la population générale. Sauf que, encore une fois, ce n'est pas suffisant parce que des toniques, il y en a plein et on en trouve dans plein de professions, toutes les professions d'action, de décision, les managers, les commerciaux, les formateurs aussi souvent. Donc beaucoup de professions sont toniques. Donc j'ai envie de dire des communicants influents sont presque tous toniques. Donc ça donne une espèce de continent, mais pas de pays et encore moins de régions et surtout pas de villes. Voilà. Par contre, j'ai découvert quelque chose de tout à fait amusant et intéressant et instructif, c'est que parmi les médecins généralistes, puisque j'ai vu beaucoup plus de généralistes que de spécialistes, j'ai oublié de préciser ça, j'arrivais, au bout d'un certain temps, à identifier les homéopathes. Parce que précisément, les homéopathes sont presque toujours atones ou mixtes. En tout cas, je ne me rappelle pas avoir vu de médecins généralistes homéopathes toniques. Voilà, donc ça peut s'expliquer parce que la tonie, c'est la réceptivité. Et je crois que les homéopathes consacrent beaucoup plus de temps à écouter leurs patients, notamment la première fois, que les médecins généralistes. Puisque je crois que le temps d'une consultation est absolument court. Et voilà, donc ils n'ont peut-être pas le temps, les moyens, les outils, et surtout l'appétence en fait pour écouter. Ils ne sont peut-être pas formés ou formatés pour ça. Ça, c'est une autre histoire. Voilà. Donc, peut-être il existe d'autres professions qui n'ont pas de visage type, de structure type, parce que qui n'ont pas forcément tout simplement de profil psychologique type. Parce que si on réfléchit bien, par exemple, un médecin généraliste, c'est quelqu'un qui est à la fois dans le concret, c'est quelqu'un qui travaille sur le corps, donc ça c'est le côté concret, matériel, kinesthésique. En même temps, c'est quelqu'un qui est dans la relation, dans une relation d'aide, et parfois un peu d'écoute, forcément, surtout chez les homéopathes, mais il y a forcément toujours un peu ça. Et en même temps, c'est un métier quand même très technique, donc très mental. Donc on peut imaginer que, par exemple, beaucoup de médecins généralistes n'ont pas des tâches dominantes. Ou, quand on regarde en fait un panel de médecins, on s'aperçoit qu'il y a un peu de tout. Il y a des médecins plutôt cérébraux, il y a des médecins relationnels, puis des médecins kinesthésiques. Donc ça va juste indiquer la manière dont ils exercent leur travail. Mais c'est tout. Voilà, c'est fini.